tous, comme nous pouvons tout juste aussi définir l'État comme une personne morale de la République, titulaire d'un pouvoir politique qui exerce sa souveraineté sur un territoire et une population bien définie. Il y avait un auteur même allemand qui disait que l'État a la compétence de sa compétence. Je pense que c'était Jelinek. Voilà. Donc, je vois un peu aussi le droit communautaire un peu complexe. Parce qu'on crée des règles, des normes, mais l'application peine toujours. Voilà. Donc, c'est pourquoi le sujet est tellement pertinent. Vraiment. Machallah, vous avez bien parlé, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incohérences. C'est pourquoi je voulais poser une petite question, à savoir, est-ce que c'était nécessaire même de créer cette harmonisation ou uniformisation qui pose tellement de problèmes. Voilà. Par exemple, en droit administratif, la loi 90-07 relative à l'organisation des services publics. Durant mes recherches sur mon sujet de mémoire, j'avais parcouru pas mal de législation nationale. Par exemple, au Burkina, au Niger, au Mali. Mais dans chaque État, il a sa propre définition de la notion d'entreprise publique. Et là, on parle d'harmonisation. Donc, la question que je me pose, est-ce que c'est nécessaire même de revoir la notion d'harmonisation et d'uniformisation? Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Labidiaï. Présent, nous allons donner la parole à M. Abdourahim Ba. Bonjour, bonsoir pour moi, chers panélistes. Vous nous avez encore corrompus avec le droit pénal. Nous qui sommes des privatistes et motivés par l'aspect pécuniaire. Bon, on envisage peut-être d'aller vers le pénal, qui sait. Donc ma question est la suivante. Si aujourd'hui le droit pénal est le droit de la certitude, est-ce que on a besoin d'avoir des nuances concernant le renvoi entre le renvoi et la sanction? Est-ce que le législateur communautaire ne doit-il pas se charger des deux? Pour moi. Après, il y a une autre question que j'aimerais poser, c'est concernant tout à l'heure la question sur la haute trahison. Bon, c'est une question, j'avais lu récemment j'ai oublié le nom, un professeur de droit qui disait que est-ce que la notion de trahison, est-ce que les éléments constitutifs, il y a des éléments constitutifs de l'infraction qui permettent aujourd'hui, si un président de la République est poursuivi devant l'institution en charge de le juger, est-ce que vraiment il y a des éléments matériels qui peuvent l'incriminer? Merci. Merci beaucoup, Abdourahim. Alors, nous allons poursuivre cette série de questions en donnant la parole à M. Laba. Loba, ouais. Désolé, hein, c'est pas bien Merci bien à M. Babacar Diop pour l'intervention, pour votre prestation. Moi, la perspective que vous avez donnée tout à l'heure, je pense que déjà pour une harmonisation, une uniformisation, ça c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Pourquoi je dis ça? Parce que dans chaque État, on a différentes coutumes et différentes valeurs. Donc, il y a certaines cultures, par exemple, qui prônent moins la sanction par rapport à la moralité. Voilà, donc là, dans la société, il y a certaines pratiques, par exemple, en Côte d'Ivoire, qui sont quand même acceptables, mais au Sénégal, qui ne sont pas acceptables. Maintenant, si nous harmonisons et que nous faisons l'uniformisation de ces concepts-là, quel sera le moyen de coercition pour faire, par exemple, appliquer les décisions qui sont rendues par ces institutions-là? Parce qu'il se trouve que, par rapport à l'harmonisation des droits des affaires, en Côte d'Ivoire, il y a une autre vision de la chose. Au Sénégal, il y a une autre vision de la chose.
Maintenant, comment est-ce que, lorsque par exemple, tous ces États-là arrivent à uniformiser ces dispositions-là, ces articles-là, comment est-ce que l'organisation en charge de cette juridiction-là pourra, par exemple, sanctionner automatiquement les pays qui ces sanctions-là? Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de sanctionner les individus, mais c'est de sanctionner les pouvoirs en place, parce que c'est très difficile dans nos sociétés actuelles, de sanctionner les États par rapport aux personnes physiques comme nous autres. Donc c'est ça ma question. Comment est-ce que, après harmonisation, uniformisation, mettre en place un moyen de coercition pour appliquer les règles en vigueur? Merci. Merci beaucoup, M. Loba. Et merci également d'avoir fait le déplacement depuis Thiès pour nous rejoindre aujourd'hui. Nous allons donner la parole à M. Thiaré pour sa question. Il est là. Oui, bonjour à tout le monde. Augustin Assemblée, chers panélistes et chers invités. C'est Aliou Thiaré, le président sortant du club EJDIL de l'ENO de Kaolack. Donc, merci. Il faut qu'il me soit permis de remercier un peu à Moussa Ndiaye pour cette belle exposition que vous avez faite à notre égard. Ma question est la suivante. Donc, je voudrais juste savoir sur le partage de compétences entre les États partis et le législateur OHDA. Par exemple, si le législateur OHDA prévoit les incriminations et laisse l'État parti de prévoir les sanctions. Si l'État, par exemple, l'État parti ne prévoit pas les sanctions, quelles en seraient ses conséquences? Merci. Merci beaucoup, M. Thiaré. Donc, nous allons, sans transition, donner la parole à Mme Khadija Touba. Donc, j'avais pas mal d'interrogations par rapport à... Et vous résumez. Parce que c'est pas beaucoup. Donc, je suis pas privatiste. Et le droit pénal, ça a toujours été un peu compliqué pour moi. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour discuter. Donc, voilà, c'est compliqué. Donc, je voulais savoir, en quelque sorte, quand on parle de l'OHDA, c'est l'harmonisation. Elle est où l'harmonisation? Quelle est sa pertinence dans chaque État déterminer les sanctions, en quelque sorte? Donc, on parle ici de paradis pénaux, le paradis pénaux et de qui va aller vraiment investir dans un pays qui a des sanctions lourdes au détriment de l'autre pays qui a des sanctions qui sont défavorables. Donc là, je me demande vraiment quelle est la pertinence de cette harmonisation. Est-ce qu'elle est vraiment l'autre chose aussi, vous avez dit que le droit pénal était hostile un peu à la jurisprudence. Parce que, voilà, on détermine les infractions et les crimes qui vont avec. Maintenant, quand il y a un renvoi à un texte à créer et que l'État n'adopte pas les textes en question, cela ne favorise pas la création de jurisprudence par le juge. Voilà. Et quand on parle aussi d'investisseurs, on parle d'étrangers qui viennent investir dans des pays. Et maintenant, quand il y a application de ces sanctions-là, est-ce qu'on va appliquer le droit de l'État d'investissement ou le droit de l'État de l'investisseur en quelque sorte pour respecter le principe de souveraineté? Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme. Je pense que c'est important. Elle a demandé à savoir, à ce qu'on puisse revenir sur la pertinence de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, d'autant plus que chaque État crée sa propre juridiction avec ses propres textes. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Mamouglo. Je vais devoir, comme je l'ai fait avec le professeur Diop, donc remercier M. Ababacar Ndiaye, donc notre professeur qui nous a un peu étudié avec le droit pénal. C'est lui d'ailleurs qui nous a donné en tout cas le cours de cette matière depuis la deuxième année. Et en licence 3, c'est lui qui nous a encadrés et c'est lui qui s'en chargeait en tout cas de cette matière appelée droit pénal des affaires. Donc aujourd'hui, il a exposé donc, sur un sujet très dynamique et un peu aussi problématique du fait que
soit approfondie. Donc, toujours, il y a la question donc, de la souveraineté. Toujours, il y a la problématique aussi des États qui vont devoir, en tout cas, essayer de faire en sorte que l'objectif donc, du législateur communautaire soit atteint du fait que c'est de permettre donc d'avoir en tout cas la possibilité et faire en tout cas de cet espace communautaire un cadre attractif. Tout à l'heure, vous nous avez exposé en tout cas le contexte sur le fait qu'on doit à chaque fois respecter la souveraineté donc, des États. En ce qui concerne l'application des sanctions, moi je m'en vais vous demander la question à savoir, est-ce que réellement cette souveraineté-là existe? Du moment où, dans certaines situations, le législateur OHADA empiète sur cela. Parce que lorsqu'on regarde du point de vue de l'acte conforme relatif aux procédures d'apurement du passif, il y a ce qu'on appelle des dispositions qui prévoient en tout cas des sanctions pénales complémentaires et qui doivent appliquer lorsque les États partis prennent en charge en tout cas ces questions-là. Autre chose pour terminer, la question en tout cas du conflit de juridiction entre la CCJA et les juridictions nationales. Je crois que le professeur Mayata Ndiaye a déjà parlé donc sur cette question et il a donné donc son avis. Et concernant cette situation-là, est-ce que réellement le législateur OHADA a donné en tout cas le privilège aux juges communautaires de pouvoir transmettre la question lorsque cette question donc préjudicielle est aux juges nationaux? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mamoulo. Apparemment, il y a beaucoup de questions qui attendent de l'importance que vous attendiez à cette thématique. Alors, nous allons donner la parole à Mme Bintou Touré. Elle est là. Bonjour, chers professeurs, chers étudiants. Je m'appelle Bintou Touré, étudiante de la promotion 10, suite en l'élo de cours. Ma question était la suivante. Vu que chaque État dispose de sa propre constitution, le renvoi de sanctions n'est-il pas un moyen d'égalité et d'équité envers les inculpés? Merci. Est-ce qu'on va reformuler la question? Chaque État dispose de sa propre constitution. Le renvoi de sanctions n'est-il pas un moyen d'égalité et d'équité envers les inculpés? Merci beaucoup, Mme Touré. Alors, nous allons donner la parole à M. Cheikh Adramé Baro. Il est là. Oui, allez-y. Bonjour, je m'appelle Cheikh Adramé Baro. Je suis étudiant de la promotion 6 à l'ENO de Mermoz. Avant tout, je tenais à féliciter mon professeur Abdelkader Diop pour son agrégation. Il fut mon professeur en première année en droit constitutionnel. Au-delà de ces salutations, je tenais à remercier le professeur Ndiaye pour son brillant exposé et aussi à saluer le professeur Pemba. Au-delà aussi de ces salutations, je vais utiliser deux constats pour poser une question. À prendre au pied de la lettre le texte constitutif du droit au WADA, on constate aisément qu'il n'y a pas un parlement owadien ou bien une législature owadien. Pour le second constat, une lecture croisée des articles 67 et 76 de la Constitution du Sénégal nous permet de dire que les crimes comme les délits sont du domaine de la loi, alors que les contraventions sont du domaine des règlements. Eu égard à ces deux constats, professeur Ndiaye, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une certaine inconstitutionnalité qui ne dit pas son nom lorsqu'on constate que le législateur OHADA procède à des incriminations et laisse le soin au législateur national de sanctionner, le pouvoir de sanctionner. Merci. Merci beaucoup, M. Baro. Alors, il y a également un intervenant du nom de Mamadou Baye, s'il est là.
aux études. Je suis avec le temps. Donc, M. Ndiaye, par rapport aux deux méthodes, parce que j'ai entendu dire qu'il y en a deux méthodes. Il y a le renvoi à un texte préexistant et aussi le renvoi à un texte à créer. Donc, selon vous, quelle est la méthode la plus adaptée pour mieux rendre harmonieux le droit au DAR? Merci. Alors, je pense qu'on a terminé avec cette série de questions. On va donner la parole au professeur M. Ndiaye pour revenir sur ces interrogations qui ont été soulevées par les merci. Alors tout à l'heure, je parlais de la passivité du législateur national. Je vais adapter son comportement et pour dire une paresse du conférencier. C'est pour dire quoi? Regrouper toutes les questions ou les scinder en deux ou trois. Apparemment, ce qui nous a amené ici, c'est une... Et même si on devait faire 3 jours, on ne va pas résoudre cette problématique. Parce qu'elle est problématique. Comme disaient les autres, des problèmes à difficulté. Ce qui nous réunit, tout à l'heure j'ai dit, la problématique du droit pénal OHADA. Si c'est une question, le professeur Abdel disait, les coups d'État. Il nous a montré les causes, les formes et tout ça. Et les solutions. Mais lui, il est persuadé qu'il ne maîtrise pas la situation. D'ici 14 heures, on peut nous appeler pour nous dire qu'il y a un coup d'État chez un voisin. Donc, malgré les réflexions, on n'a pas la maîtrise de ce coup d'État. C'est la même chose. La question du droit pénal OHADA. Est-ce qu'on doit laisser? Parce que les collègues Pemba, Balé et Kasmir, voilà, ils savent mieux que moi cette question. Mais pourtant, ils me posent des questions. Voilà. Parce qu'eux, ils savent que c'est problématique. Alors, mais attention, l'harmonisation, beaucoup ont pu se poser la question, la pertinence de l'harmonisation. Mais en réalité, le droit des affaires est harmonisé. Les procédures collectives s'appliquent dans tous les États partis. Société commerciale, comment créer une société commerciale? Quelles sont les conditions d'accès à la profession commerciale? C'est identique à toutes les sociétés, à tous les États partis. Les sûretés, même chose. Coopérative, même chose. Comptabilité, même chose. Donc l'harmonisation, elle est importante. Avant l'acte uniforme, avant l'OHADA, je disais tout à l'heure que c'était comme arme mexicaine. Des textes obsolètes, dépassés, archaïques. Le législateur OHADA a le mérite aujourd'hui d'harmoniser le droit des affaires. Mais à un moment donné, il a voulu chercher ailleurs. Il a essayé d'harmoniser le droit du travail. Ça ne passe pas. Ensuite, le droit des contrats est en cours d'harmonisation. Et le droit pénal, c'est la matière qui est difficile à harmoniser. Même en Europe, je parle sous le contrôle de professeurs qui connaissent mieux que moi le droit communautaire. Partout, le droit pénal fait l'objet de discussions. Même Mireille Delmas parlait de l'harmonisation du droit pénal dans l'espace européen. Donc, ça a toujours été un problème. Le législateur a harmonisé à travers les actes uniformes. Il n'y a aucun souci. On applique les mêmes textes partout. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il fallait moraliser la vie des affaires. Il fallait moraliser. Maintenant, il s'est rendu compte, attention, il y a la question de la souveraineté des États partis. Donc, pour toutes les questions qui tournent autour de l'uniformisation, est-ce qu'il ne faut pas uniformiser? C'est une solution. Mais d'ores et déjà, disons, c'est une solution à problème. Parce que chaque État est jaloux. Mon ami Loba, voilà, très dynamique et revenu sur ça. Les caprices sénégalais ne sont différents des autres.
On peut donner l'exemple du protocole de Maputo. On nous parle de l'avortement médicalisé. Qui est le ministre de la République? Ou bien le chef de l'opposition qui ose aller à Touba et demander à Sing Muntaha l'avortement médicalisé? Et pourtant, on ratifie. C'est parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Et le droit pénal, donc, est hostile. Alors, si le législateur Ouada s'amuse à uniformiser, moi, le législateur Ouada, je m'occupe des incriminations et des sanctions. Mais on va lui dire, t'inquiète, j'ai créé ces sanctions, mais nous, on ne les applique pas. Qui va frapper le législateur sénégalais? Personne. Parce qu'en amont, il était d'accord sur le principe du partage de compétences. Partage de compétences. Donc, l'uniformisation est une solution, mais c'est une solution à problème, en raison de la souveraineté des États partis. On a vu les décisions rendues dans l'affaire Karim Wade, dans l'affaire Khalifa Ababacar Sall. Mais est-ce que ces décisions sont respectées, sont appliquées? Non. Une chose est d'avoir une décision, une deuxième chose c'est de l'appliquer. Alors, comme le législateur, les États partis ont décidé de prévoir les sanctions, donc l'uniformisation qui consiste à dire je vais tout prendre pourrait entraîner des solutions boiteuses. Donc, sur le principe, l'idéal serait ça. Mais en réalité, il y a des problèmes. Donc, je sais que mon ami Pemba, qui est internationaliste, connaît mieux les questions de souveraineté que le privatiste. Donc, alors, beaucoup de questions tournent autour de l'harmonisation. Quelle est la solution? Est-ce que l'harmonisation elle est importante? Effectivement, elle est importante. À bien des égards, toutes ces matières font l'objet d'harmonisation. Mais il y a des matières maintenant qui posent problème. Alors, donc les conséquences de l'État parti ne prévoit pas de sanctions. Donc tout ça, ce que je disais tout à l'heure, la démarche des conférenciers paresseux, c'est de mettre tout le monde dans l'opposition classique. Voilà. Donc, il y a aussi le problème. Binta Touré, on peut vous pardonner en première année. En droit, nous sommes très jaloux, surtout les pénalistes des nations. L'inculpé, c'est renvoie à une catégorie de personnes. Inculpé, accusé, prévenu. Voilà. L'inculpé, c'est devant le juge d'instruction. Donc, on va vous pardonner parce qu'en première année. Mais rendez-vous dans 3 ans. L3. Voilà. Donc, si vous êtes deux, comme je le fais souvent avec les étudiants, quand quelqu'un utilise ces notions, je lui dis, prenez 5 minutes dehors, après vous revenez. Voilà. Donc, parce qu'on est aussi jaloux de ces notions. Alors, l'empiètement maintenant, c'est aussi une question intéressante. Et Mamoun, l'autre tout à l'heure, mon ami, est revenu sur une question. Parce que dans le droit Ouada, il y a beaucoup de choses à dire. Je prends l'exemple de l'acte uniforme. Il l'a si bien dit sur les procédures collectives et appuiement du passif. Le législateur, comme il nous dit, prévoit des peines d'affichage et de publication aux frais des condamnés ainsi que la privation du droit de vote. L'article 303 nous dit il y a un plancher, 3 ans à 10 ans. On avait dit au législateur Ouada de prévoir les incriminations. Mais subitement, comme disait l'autre, il dit maintenant, il y a des sanctions. Et la sanction minimale, c'est 3 ans, max 10 ans. Est-ce qu'il n'est pas en train d'empiéter sur la compétence du législateur national? Il s'occupe des incriminations, mais il commence à fixer même des planchers. Article 303 de l'acte uniforme sur les procédures collectives appuiement du passif. Donc les peines applicables pour le délit d'affichage, publication aux frais des condamnés. Donc, il dit c'est un problème. Alors, et la doctrine s'est posé la question de savoir, l'ordre supranational
a-t-il la possibilité de s'affranchir de son pouvoir d'incrimination et édicter des normes de répression? La réponse, elle est négative. Le législateur Ouada ne doit pas prévoir des sanctions. Et tout à l'heure, Barreau est revenu sur ça. L'article 76 et 67 de la Constitution sénégalaise, du traité de Ouada, article 5, alinéa 2. Que le Conseil constitutionnel même a été saisi et, contrairement à la position de Doudou Ndoye, qui pense et continue à penser qu'il y a un problème très sérieux au Sénégal et personne n'en parle. Lui, il dit l'harmonisation, c'est extrêmement grave. Les États ont abandonné leur souveraineté. C'est sa conception. Mais il est dépassé par le temps. On n'est plus dans le monde où on s'enferme. Et le Conseil constitutionnel a eu à se prononcer. C'est pas un temps. C'est l'État qui, en réalité, accepte d'entrer dans la nation. Et sur ce, comme nous le savons déjà, les conventions sont supérieures à la loi. C'est la loi qui prévoit les incriminations. La loi sénégalaise qui prévoit les incriminations. Et si le législateur sénégalais est dans le traité de Ouada, cela veut dire quoi? Et ce qui est très intéressant, le législateur sénégalais ne peut plus prévoir des incriminations dans le monde des affaires. Les matières qui ont fait l'objet d'une harmonisation échappent à la compétence du législateur sénégalais. Parce que le traité est supérieur. Je reprends. Autant le législateur Ouada ne devait pas prévoir des sanctions, autant le législateur sénégalais ne pourrait pas prévoir des incriminations dans ces matières. Abus de confiance, ce n'est pas une affaire, c'est pas une matière qui fait l'objet d'harmonisation. Les crimes, les délits, mais lorsqu'il s'agit de comment accéder à la profession commerciale, la question de la banqueroute, faillite, les questions de sûreté, les questions de garantie, ces questions maintenant échappent au législateur sénégalais. Il ne peut plus prévoir les incriminations. Donc, la question de la constitutionnalité a été déjà réglée par le juge constitutionnel sénégalais. Ce n'est pas un abandon de souveraineté. La convention est supérieure à la loi. Ici, le code pénal. Même si c'est le législateur qui dégage le principe. Article 67 et 66 fait une répartition des tâches. Donc, les crimes délits, compétence de la loi, les contraventions, le règlement. Maintenant, comme les conventions sont supérieures, le problème ne se posera pas. En tout cas, quelle est la meilleure méthode? Toutes les deux méthodes sont boiteuses, en réalité, les deux méthodes. Le renvoi à un texte déjà créé, peut entraîner des imprécisions. Le juge ne trouve pas le texte, c'est problématique. Nous avons des exemples. Le renvoi à un texte à créer pose problème si le législateur ne suit pas la tendance. Il y aura dans ce cas sans texte. Donc, toutes les méthodes posent problème. Mais la méthode, pour moi, la meilleure, comme disait l'autre, entre le mal. Le mal, ici, c'est le renvoi à créer. Entre les femmes, donc, le renvoi à un texte à créer est conforme à l'idée de l'article 5 alinéa 2, mais aussi du principe de l'égalité. Maintenant, si le législateur Ouada fait son travail, l'autre ne fait pas son travail, mais est-ce qu'il y a des sanctions? L'une des questions posées par deux personnes, il n'y a pas de contrainte. Donc, je vous ai dit, le législateur sénégalais, pendant longtemps, ne prévoyait que les incriminations relatives aux sociétés commerciales, en laissant en rade les autres incriminations.
problématiques, on cherche des solutions, mais les solutions, elles sont obligées. C'est un cercle vicieux. On tourne, on tourne. Est-ce qu'on va harmoniser, tout harmoniser? Problème de souveraineté. Est-ce qu'on va laisser ici? Il y aura des lacunes. Est-ce qu'on va retourner au point de départ, c'est-à-dire ne rien faire? Laisser aux législateurs sénégalais le soin de prévoir les incriminations et les sanctions pour ces matières. Ça, ce serait alors problématique parce que le législateur Ouada a commencé à réglementer l'activité des affaires. Aujourd'hui même, on parle de droit économique. Donc, si on revient au point de départ, c'est-à-dire, c'est le législateur sénégalais qui prévoit les incriminations et les sanctions. Ou bien, est-ce qu'on reste dans le statu quo, ou bien est-ce qu'on doit évoluer? Toutes les solutions donc, peuvent entraîner des difficultés. En tout cas, moi, en tant que le respect du principe de l'égalité. C'est ça qui est important. Le respect du principe de l'égalité, c'est-à-dire le comportement, il doit y avoir des infractions et des peines. Mais s'il n'y a pas de peine, mais qui perd? Qui gagne? En réalité, qui gagne? C'est la personne qui est poursuivie. Vous avez commis un acte. L'incrimination est là, le législateur Ouada. Mais le législateur sénégalais n'a pas prévu d'incrimination. Mais vous gagnez. C'est ce qu'on appelle le doute prévenu. Et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de pourquoi le droit pénal est hostile à la jurisprudence. C'est parce que aussi, Baldé vient de le dire, le droit pénal, il y a des corollaires, des principes qui accompagnent le principe de l'égalité. La non-rétroactivité de la loi pénale et l'interprétation stricte. Et pourtant, souvent je donne l'exemple d'un chauffeur qui a heurté une femme enceinte. Il y avait 4 ou 5 ans, j'avais donné ce cas pratique en droit pénal. Mais ce jour-là, véritablement, c'était bon parce que Walfadjri était venu, RFM et tout le monde. Parce que c'est du wax sa khalat. Le cas c'était un chauffeur a percuté une femme enceinte de 2 mois. La femme s'en sort avec une jambe cassée, mais elle perd le fœtus. Qu'en pensez-vous? Alors les étudiants, c'est quoi? Il doit être poursuivi pour homicide involontaire. Parce que très souvent, c'est en utilisant les téléphones, parfois ils ne dorment pas, parfois il faut faire 2 allers-retours. Alors, tous une partie le homicide involontaire. Or, la peine de personne pénal, ni homicide. Le droit pénal n'est pas une personne. Ici, même si vous êtes enceinte de 8 mois, si on vous tue, on ne tue pas 2 personnes, on tue une seule personne. Comme disait l'autre, une personne qui a été poursuivie parce qu'elle a volé 4 moutons. Elle dit, c'est pas 4 moutons, en réalité c'est 2 moutons. Le juge lui dit, mais il dit 2 moutons, mais ce sont les 2 moutons. Merci beaucoup.